Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'audition de Didier Migaud. Il est premier président de la Cour des comptes, vous le voyez dans ses habits d'apparat, mais il est également le président du Haut Conseil des finances publiques. Il était auditionné cette semaine avant l'examen au Parlement du projet de loi de finances. Au cœur des questions des sénateurs, quelles sont les perspectives pour l'économie française, avec des inquiétudes notamment sur le déficit. Il est évalué à 2,2% du PIB en 2020. Dans son rapport, le Haut Conseil des finances publiques a critiqué un effort, vous le voyez, pratiquement nul de la part du gouvernement sur la trajectoire du déficit structurel. Allez, sans plus attendre, direction la salle de la Commission des finances pour suivre cette audition préparée aujourd'hui pour Public Sénat par Alice Bardot et Louis Mollier-Sabé. L'exercice qui nous rassemble aujourd'hui est désormais bien rodé. C'est en effet la 7e fois que notre Haut Conseil rend un avis sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, et la 3e sous cette législature. Alors, comme vous le savez, la mission du Haut Conseil ne consiste pas à produire ses propres prévisions. Il doit se prononcer sur les prévisions macroéconomiques présentées par le gouvernement à l'occasion du PLF et du PLFSS, ainsi que sur la cohérence de ces projets avec les orientations pluriannuelles de solde structurel. Or, cette mission nous conduit à réaliser une analyse approfondie des textes qui nous sont soumis par le gouvernement. Et pour formuler notre avis, nous nous appuyons sur des prévisions issues d'un ensemble d'organismes tels que la Commission européenne, le FMI, l'OCDE. Nous auditionnons également de nombreux experts et représentants d'institutions françaises et internationales, notamment pour cet avis la Banque de France, la Banque des règlements internationaux, le CEPIR, Rexecode et l'OFCE. Voilà pour la méthode. Je tiens tout d'abord à revenir sur le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrivent les deux textes qui ont été soumis au Conseil, et je présenterai ensuite les appréciations qu'ils portent sur les prévisions macroéconomiques formulées par le gouvernement et sur le scénario de finances publiques qui leur est associé. Alors, j'évoquerai en premier lieu le contexte macroéconomique dans lequel interviennent ces textes. Depuis plusieurs trimestres, l'économie mondiale connaît un ralentissement marqué qui touche principalement l'Union européenne, la Chine et certains autres pays émergents. Ce ralentissement a été particulièrement prononcé dans l'industrie. Il a pesé sur les échanges commerciaux, affectés de surcroît par la mise en place de mesures protectionnistes. Depuis la fin 2018, on observe ainsi un coup de frein sur les échanges de marchandises, en légère baisse au premier semestre 2019. Les échanges de services, en revanche, ont continué de croître. Dans ce contexte international, la zone euro connaît un fléchissement de sa croissance. Cette inflexion recouvre cependant des évolutions contrastées entre les pays. À la mi-2019, la croissance sur un an est quasi nulle en Allemagne, en Italie. Elle est modérée en France et elle demeure encore soutenue en Espagne. Plusieurs facteurs ont contribué à atténuer le ralentissement de l'activité dans la zone euro. Je pense ici à l'orientation budgétaire légèrement expansive en 2019, au maintien d'une politique monétaire accommodante et à la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar depuis le début de l'année 2018. J'en viens à présent à la situation de la France. Notre économie n'a pas échappé au ralentissement général. Sa croissance demeure néanmoins un peu supérieure à la moyenne de ses partenaires européens depuis la mi-2018. La demande intérieure hors stock a progressé au deuxième trimestre 2019, portée par les mesures favorisant le pouvoir d'achat et par une augmentation toujours soutenue de l'investissement des entreprises. Malgré l'évolution défavorable du commerce mondial, les exportations françaises ont progressé de 2,5% entre la mi-2018 et la mi-2019, marquant ainsi une légère amélioration des parts de marché de la France. Après une forte dégradation en 2018, le climat des affaires, tiré des enquêtes de conjoncture, s'est légèrement redressé depuis le début de 2019, laissant prévoir le maintien d'une croissance modérée sur la fin de l'année 2019. Alors, la situation et les perspectives de croissance que je viens de vous exposer sont toutefois entachées de plusieurs risques majeurs dont rend compte l'avis du Haut Conseil. À court terme, le principal risque est celui d'une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Alors l'impact économique de cet événement sans précédent est particulièrement difficile à estimer. La première année, il serait, selon l'OCDE, de près de 2 points de PIB pour le Royaume-Uni, supérieur à 0,5 points pour l'Espagne et les Pays-Bas, proche de 0,5 points pour l'Allemagne, l'Italie, mais aussi la France. L'OFCE estime un impact plus faible sur l'économie française, de l'ordre de 0,25 points de PIB. L'INSEE, quant à lui, évoque 0,6 points sur plusieurs trimestres. La Banque d'Angleterre a des chiffres encore plus défavorables, si vous le souhaitez. Et Richard Hughes, qui est ici présent, pourra éventuellement vous présenter ce que peut être l'analyse des Britanniques, en tout cas de la Banque d'Angleterre, sur les conséquences d'un Brexit sans accord. De nouvelles hausses des tarifs douaniers de la part des États-Unis, notamment à l'encontre de l'Union européenne, constituent un autre risque important pour la croissance. Le Haut Conseil estime que plusieurs autres facteurs sont susceptibles d'affecter la trajectoire de la croissance française, compte notamment parmi ces risques les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, leurs répercussions possibles sur le prix du pétrole, les vulnérabilités financières liées à la hausse de l'endettement mondial, ainsi que la conjoncture économique en Allemagne, où la diminution de la demande intérieure pourrait s'ajouter à la récession industrielle en cours depuis plusieurs trimestres. Au total, les perspectives de croissance de l'économie française sont entourées d'aléas extérieurs défavorables. J'en viens désormais aux observations formulées par le Conseil sur le scénario macroéconomique du gouvernement. S'agissant de la croissance pour 2019, le gouvernement prévoit dans le PLF un rythme de 1,4%, soit une prévision identique à celle formulée au printemps dernier dans le programme de stabilité. Compte tenu de l'acquis de croissance au deuxième trimestre, des prévisions récentes pour la croissance du troisième trimestre, le Haut Conseil juge atteignable la prévision de croissance du gouvernement pour 2019. Cette prévision est d'ailleurs cohérente avec celle des organisations internationales et des instituts de conjoncture, qui la situent toutefois pour la plupart autour de 1,3%. S'agissant de 2020, le gouvernement prévoit un léger fléchissement de la croissance du PIB à 1,3%. La consommation des gains de pouvoir d'achat du début 2019 ayant été plus lente que prévu, la prévision du gouvernement fait l'hypothèse qu'elle se prolongera en 2020. Le taux d'épargne marquerait ainsi un léger recul après avoir augmenté de 0,6 points en 2019. Nous estimons que cette baisse modérée du taux d'épargne ainsi prévue est vraisemblable. Il considère que les hypothèses retenues par le gouvernement quant à l'évolution de l'investissement des entreprises sont plausibles. La prévision de croissance du gouvernement pour 2020, 1,3, s'inscrit dans la fourchette des prévisions disponibles entre 1,2 et 1,4. Et le Haut Conseil considère que la prévision de croissance du gouvernement est plausible pour 2020. Nous soulignons toutefois que cette prévision ne prend pas en compte l'éventualité d'un Brexit sans accord et ses conséquences sur la croissance française, tout en observant aussi que la sortie sans accord du Brexit n'est le scénario central d'aucun institut de conjoncture aujourd'hui. S'agissant des prix à la consommation, le gouvernement anticipe dans le PLF 2020 une hausse de 1,2% en moyenne annuelle pour 2019 et pour 2020. La baisse de l'inflation prévue par le gouvernement en 2019 et 2020 par rapport à 2018 s'explique essentiellement par la moindre contribution des produits pétroliers, nulle en 2019 contre 0,6 points en 2018. La prévision d'inflation du PLF repose sur l'hypothèse conventionnelle de stabilité du prix du pétrole à son niveau du mois d'août, à savoir $59 le baril. Or, compte tenu des risques qui pèsent actuellement sur le maintien opérationnel des capacités de production, le prix du pétrole pourrait être plus élevé que celui prévu par le gouvernement. Si le prix du baril se maintenait au niveau de $64 le baril, qui a été constaté il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire $5 au-dessus de l'hypothèse du PLF, l'inflation serait accrue d'environ 0,15 points au bout d'un an et l'activité réduite d'un peu moins de 0,1 point par rapport au scénario de croissance du PLF pour 2020. Or, ce risque
ne semble pas se matérialiser pour le moment, puisque ce matin, le prix du pétrole Brent était de l'ordre de $59, 59,38 exactement, en baisse de près de 5% sur les 5 derniers jours. L'inflation sous-jacente, hors produits à prix volatile et tarifs administrés, augmenterait très légèrement, passant de 0,8 en 2018 à 0,9 en 2019 et 2020. Le Haut Conseil note que le gouvernement a légèrement révisé à la baisse ses prévisions d'inflation pour 2019 et 2020. Et l'appréciation qu'avait portée le Haut Conseil dans son avis d'avril 2019 sur le programme de stabilité se trouve confirmée. Nous avions alors estimé que la hausse attendue de l'inflation sous-jacente pourrait être plus lente que prévu par le gouvernement, et ça se confirme. Les prévisions d'inflation pour 2019 et 2020 sont proches de la moyenne du consensus forecast de septembre, 1,2 et 1,3 respectivement, et le Haut Conseil considère que ces prévisions d'inflation retenues par le gouvernement pour 2019 et 2020 sont raisonnables. S'agissant des prévisions d'emploi et de masse salariale, le Haut Conseil estime pour 2019 que celles-ci sont cohérentes avec les dernières statistiques disponibles qui enregistrent pour le premier semestre 2019 des créations d'emplois supérieures à ce que le fléchissement de l'activité faisait attendre. Pour 2020, le Haut Conseil considère que les prévisions du gouvernement sont raisonnables, le ralentissement attendu de la masse salariale traduisant celui de l'emploi. Voilà pour les observations relatives aux scénarios macroéconomiques retenus pour les années 2019 et 2020. J'évoquerai les observations formulées par le Haut Conseil sur les prévisions de finances publiques. J'en viens à notre appréciation sur les prévisions de recettes et de dépenses formulées par le gouvernement. S'agissant des recettes, tout d'abord, le gouvernement retient notamment une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB de 1 en 2019 et en 2020. Cette élasticité unitaire résulterait d'une évolution plus dynamique que le PIB des impôts d'État, compensée par une progression des recettes des administrations de sécurité sociale légèrement inférieure à celle de l'activité. Au total, après avoir analysé les montants estimés des mesures nouvelles pour 2019 et pour 2020, le Haut Conseil considère que les prévisions de prélèvements obligatoires sont cohérentes avec le scénario macroéconomique retenu. S'agissant des dépenses, l'augmentation globale des dépenses présentées dans le PLF, hors crédit d'impôt pour 2019, est de 2% en valeur, de 0,7% en volume, en retenant pour déflateur l'indice des prix du PIB. En 2020, les dépenses des administrations publiques croîtraient de 1,6% en valeur, de 0,4% en volume, en décélération par rapport à 2019. Ce ralentissement s'expliquerait pour l'essentiel par le profil de l'investissement local, qui serait en forte augmentation en 2019, puis se stabiliserait quasiment en 2020. L'objectif de dépenses de l'État intègre pour 2019 un accroissement des crédits des ministères de 5,7 milliards d'euros par rapport à l'exécution 2018. Cet objectif inclut des économies de 1,5 milliard par rapport à la loi de finances initiale pour 2019, économies qui restent toutefois à réaliser en exécution. Les crédits des ministères poursuivraient leur croissance entre 2019 et 2020 à hauteur de 6 milliards d'euros. Le Haut Conseil constate que des efforts visant une budgétisation plus réaliste des dépenses de l'État ont été effectués depuis le PLF pour 2018, même si quelques poches de sous-budgétisation peuvent encore demeurer. Le Haut Conseil relève que des incertitudes entourent les prévisions de prélèvements sur recettes en faveur de l'Union européenne et de charges d'intérêt. En PLF 2020, la prévision du gouvernement prévoit un prélèvement sur recettes pour l'Union européenne en légère diminution de 100 millions d'euros par rapport à la LFI 2019, alors que lorsqu'on regarde la dernière année des cadres financiers pluriannuels, généralement une forte accélération des dépenses de l'UE et du prélèvement sur recettes sont prévues. En sens inverse, la charge d'intérêt pourrait être un peu moins élevée que dans la prévision en PLF 2020. Par exemple, si les taux d'intérêt restaient inchangés à leur valeur au 1er septembre 2019,
c'est-à-dire à moins 0,6% pour le taux à 3 mois et à moins 0,2% pour le taux à 10 ans, jusqu'à la fin de l'année 2020, l'économie supplémentaire en dépenses serait de l'ordre de 1 milliard d'euros en 2020. On était encore hier à moins 0,26% pour le taux à 10 ans. Une telle évolution accentuerait la baisse déjà inscrite dans la prévision du gouvernement, selon laquelle la charge de la dette des administrations passerait de 40,3 milliards en 2018 à 35,9 en 2019 et 33,7 en 2020, soit une diminution de près de 0,3 points de PIB en 2 ans, alors même que la dette globale ne ferait que se stabiliser à un niveau proche de 100 points de PIB. Après avoir progressé de plus de 30 points depuis la crise de 2008, le ratio dette-PIB n'a effectivement pas amorcé sa diminution, à la différence de ce que l'on observe dans la zone euro depuis 2016. Les dépenses des administrations de sécurité sociale seraient en légère décélération en 2020 par rapport à 2019. Cette prévision est atteignable sous réserve que les économies annoncées, notamment sur l'ONDAM, sur l'UNEDIC, se réalisent pour les montants attendus. Les dépenses de fonctionnement des administrations publiques locales augmenteraient de 1,5% en 2019, de 0,7% en 2020, dans le scénario du gouvernement. Leur investissement augmenterait de 8,9% en 2019, puis diminuerait de 0,1% en 2020, en lien avec le cycle électoral. Alors, les informations disponibles à ce jour indiquent que la dépense locale en 2019 pourrait être plus soutenue que celle prévue dans le PLF, notamment en matière d'investissement. On est de l'ordre de 14% à la fin juillet pour l'investissement, à la fin du mois de juillet, de l'ordre de 16% à la fin du mois d'août. Il pourrait en aller de même en 2020, compte tenu notamment du niveau élevé de l'épargne des collectivités territoriales. En résumé, le Haut Conseil estime que la prévision d'évolution des dépenses publiques pour 2019 et 2020 est plausible en l'état des informations dont nous disposons, mais au moment où le Haut Conseil travaille, il n'a pas la connaissance de la totalité des dépenses prévues dans le PLF pour 2020, qu'il en va de même des prévisions de déficit nominal, moins 3,1 points de PIB en 2019 et moins 2,2 en 2020, compte tenu de l'appréciation formulée plus haut sur les recettes. Or, j'en viens à présent à la cohérence des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale avec les orientations pluriannuelles de solde structurel. Cette cohérence, vous le savez, s'apprécie au regard de la trajectoire de solde structurel formulée dans la loi de programmation en vigueur, c'est celle du 18 janvier 2018. Le solde public nominal, comme je l'ai dit, s'établirait à moins 3,1 points de PIB en 2019, puis à moins 2,2 points en 2020. L'année 2019 est marquée, vous le savez, par le cumul exceptionnel du CICE et de la baisse de cotisations qui dégrade le solde nominal de 20 milliards d'euros, 0,8 points de PIB, sans incidence sur le solde structurel. La composante conjoncturelle du déficit serait quasi nulle pour les 2 années 2019, compte tenu de l'estimation retenue par le gouvernement d'un écart de production lui-même très proche de zéro. Une fois corrigé des effets de la conjoncture et des événements exceptionnels, le solde structurel tel qu'estimé par le gouvernement serait de moins 2,2% de PIB pour les 2 années 2019 et 2020. En 2019, ce solde structurel serait en amélioration de 0,1 point par rapport à 2018. D'après les chiffres présentés dans le PLF 2020, l'écart avec la trajectoire de la loi de programmation s'établirait à moins 0,1 point de PIB en 2018 et à moins 0,3 point de PIB en 2019. L'écart moyen sur 2 années serait donc de 0,2 points par an en moyenne, soit un niveau très proche du seuil de 0,25 points par an prévu pour le déclenchement du mécanisme de correction qui est prévu donc à l'article 23 de la loi organique de 2012. Le Haut Conseil note que l'hypothèse d'un déclenchement du mécanisme de correction lors de l'examen du projet de loi de règlement pour 2019 ne peut donc être écartée, compte tenu des incertitudes qui pèsent
inévitablement tant sur les estimations du PIB que sur celles des soldes publics. S'agissant de 2020, le solde structurel serait inchangé par rapport à 2019, soit moins 2,2 points. Cette prévision de déficit structurel prend notamment en compte les mesures annoncées fin avril à la suite du grand débat national. Le solde structurel en 2020 s'écarterait sensiblement de l'objectif inscrit dans la loi de programmation de janvier 2018 qui prévoyait pour 2020 un déficit structurel de 1,6 point de PIB. Le Haut Conseil relève en conséquence que le gouvernement présente un article liminaire du projet de loi de finances qui s'écarte fortement de la trajectoire de la loi de programmation en vigueur. Un tel choix pose un problème de cohérence entre le PLF 2020 et la loi de programmation des finances publiques et affaiblit la portée de l'exercice de programmation pluriannuelle en matière de finances publiques. Le Haut Conseil souligne que les ajustements structurels, c'est-à-dire les variations du solde structurel prévus pour 2019 et 2020, sont très faibles, en deçà de ceux prévus par la loi de programmation. Selon le PLF, la variation de solde structurel entre 2018 et 2019 s'élèverait ainsi à 0,1 point de PIB, serait nulle entre 2019 et 2020, alors que la loi de programmation prévoyait un ajustement de 0,3 points les 2 années. L'effort structurel, qui représente la partie de l'ajustement structurel directement lié à un effort en dépenses ou à des mesures nouvelles de prélèvements obligatoires, s'élèverait à 0,1 point de PIB en 2019 comme en 2020, contre 0,7 points en 2 ans dans la loi de programmation. Sur la période 2018-2020, l'écart cumulé d'efforts structurels entre le PLF et la loi de programmation de moins 0,6 points sur les 2 années 2019 et 2020 correspond essentiellement à un moindre effort en dépenses de moins 0,3 points de PIB, malgré la baisse des charges d'intérêt et à une réduction supplémentaire des prélèvements à hauteur de moins 0,2 points de PIB. Or, ces chiffres doivent en outre s'apprécier, en tout cas c'est notre mission, au regard des engagements européens que la France a pris. Le Haut Conseil souligne que les ajustements structurels prévus pour 2019 et 2020, qui seront soumis à l'appréciation de la Commission européenne, sont inférieurs au minimum prévu dans le volet préventif du pacte de stabilité, qui correspond à un ajustement de 0,5 points par an. Je terminerai en soulignant que le déficit public de la France, nominal comme structurel, un peu supérieur à 2 points de PIB, hors opération exceptionnelle, demeure nettement plus élevé que la moyenne de la zone euro, qui se situe en 2019 autour de 0,9 points de PIB en nominal et en structurel. Et malgré une certaine amélioration, la situation de nos finances publiques reste fragile et laisserait en conséquence peu de marge de manœuvre budgétaire dans l'hypothèse d'une accentuation du ralentissement économique. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les quelques propos que je pouvais tenir en introduction. Merci, Monsieur le Président. C'est tout à fait clair. Et ces chiffres assez largement parlent d'eux-mêmes. Je propose au rapporteur général peut-être de débuter la traditionnelle séquence de questionnement. Merci tout d'abord, Monsieur le Président du Haut Conseil des finances publiques, et à tous ceux qui vous accompagnent. Ça complète parfaitement les propos des ministres hier soir. Donc, on se retrouve dans un certain nombre d'analyses du Haut Conseil. Moi, j'aurais trois questions rapides. Je pense que je vois la liste des collègues s'allonger qui ont envie de vous poser des questions. La première, quelle est la crédibilité d'un engagement de la France lorsqu'on prend une loi de programmation? C'est pas si vieux, c'est pas la préhistoire. De janvier 2018, c'est quand même pas très loin. Et lorsqu'on s'engage, c'est une question qui a été posée par un collègue qui est sur ma gauche, là, lorsqu'on s'engage sur des chiffres en disant on va baisser le déficit structurel, le solde structurel, on va diminuer l'endettement, et au final, on ne se retrouve absolument pas dans cette loi de finances pour 2020. Donc, alors, est-ce que les lois de programmation ont encore un sens? En tous les cas, quelle est la crédibilité de l'engagement de la France? Et notamment sur un sujet dont vous avez peu parlé, qui est la réduction du déficit passait par une diminution des emplois, notamment de l'État. Vous vous souvenez, 50 000 postes à l'échelle du quinquennat. Et cette année, on est en net, État et opérateurs, à moins 47 postes.
moins 47 postes. Donc on est évidemment très loin de l'engagement de l'État. La deuxième question, elle porte sur la dette, puisque, je le rappelais hier soir, il y a à peu près une dizaine d'années, notamment 12 ans, nous étions au même niveau d'endettement que l'Allemagne. Nous étions à 60% du PIB. Voilà, donc nous étions à peu près au même niveau que l'Allemagne. Et aujourd'hui, l'Allemagne est restée en dessous et est revenue, après la crise de 2008, évidemment, l'ensemble des États ont eu recours à la dépense publique. L'Allemagne a augmenté son endettement et est aujourd'hui revenu à moins de 60%, alors que la France approche des 100%. Alors, est-ce que il y a des raisons qui justifierait que la France soit finalement le seul pays qui continue en Europe à s'endetter? Est-ce qu'il y a d'autres qui expliquent que cette année on va emprunter une somme record sur les marchés? Voilà. Est-ce qu'il y a un traitement particulier de la France? Pourquoi nous sommes à contre-courant? C'est peut-être pas la question, est peut-être plus politique qu'économique. Et puis la troisième question porte sur les risques. Alors cette année, je crois qu'il n'y a pas de divergence. Il y a eu des années où la sémantique du Haut Conseil est toujours très très fine, hein, donc scénario crédible, atteignable. Bon, cette année, je crois qu'il y a peu de débats sur le caractère réaliste ou non des estimations, notamment de croissance. En revanche, vous le soulignez, les ministres l'ont dit eux-mêmes hier, le reconnaissent, les risques, la croissance est sans doute, le taux de croissance est sans doute réaliste. En revanche, les risques sont considérables. Vous en avez cité quelques-uns, les ministres l'ont rappelé hier et le reconnaissent, la guerre commerciale, les risques pétroliers éventuels, le Brexit, etc., etc. Donc les facteurs de risque dont certains sont assez certains, je pense notamment à la question du Brexit, qui est acté mais dont on ne sait pas les conséquences. En tous les cas, tout ça peut diminuer considérablement de taux de croissance. Alors la question que j'ai envie de vous poser, pour un pays qui est déjà en déficit élevé, en procédure de déficit excessif, qui a un endettement excessif, de quelle marge de manœuvre disposons-nous en cas de crise? Voilà. Et concrètement, l'arme monétaire, elle a déjà été très largement épuisée. Je crois qu'on ne peut pas distribuer plus d'argent à part utiliser un hélicoptère et mettre des billets de banque, mais c'est un peu ce que fait la BCE. Donc l'arme monétaire, elle est déjà, je crois, largement utilisée. L'arme budgétaire, nous ne l'avons plus. L'Allemagne, un pays qui a moins de 60% d'endettement, un pays comme l'Allemagne pourrait, en cas de choc, utiliser l'arme budgétaire, avoir recours à la dépense publique, et les pays qui ont diminué leurs dépenses publiques le peuvent. Un pays comme la France, concrètement, de quelle arme dispose un pays comme la France en cas de retournement de conjoncture, en cas de choc? Et vous avez cité un certain nombre d'aléas, de risques qui peuvent évidemment peser sur notre taux de croissance. Donc voilà, si nous avions une situation de crise à un moment, de quelle arme disposerions-nous, sachant qu'en effet, l'arme monétaire, je la vois épuisée, et l'arme budgétaire, elle est aujourd'hui très 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 largement compromise. Voilà, peut-être avez-vous une autre analyse que la mienne. Voilà, je me limite à ces trois questions, compte tenu du nombre de collègues qui sont déjà inscrits. Alors, Monsieur le Président, quelques mots déjà pour Albéric de Montgolfier. Vos deux premières questions sont plus de nature politique. On fait la politique. Donc oui, mais je comprends que vous la posiez, mais vous pouvez comprendre. Voilà, c'est ce que nous constatons. Ça veut dire quoi? Mais nous le disons. Nous disons que ça pose qu'il y a un réel sujet de cohérence en ce qui concerne le solde structurel et les prévisions qui sont rattachées au PLF de 2020, que l'écart est très proche sur 2019 de celui indiqué comme pouvant être important dans la loi organique, et qu'en tout état de cause, dans la présentation du PLF tel que l'a fait le gouvernement, il y a un écart important, ex ante, qui est prévu par rapport à la loi de programmation. Le gouvernement fait le choix de reporter à l'année prochaine l'exercice de révision de la loi de programmation. Nous le disons, il y a actuellement un problème de cohérence, et
on peut s'interroger effectivement sur l'intérêt de l'exercice des lois de programmation à partir du moment où les révisions peuvent être constantes. Alors, il y a un certain nombre de circonstances qui sont intervenues et que vous connaissez particulièrement. Le mouvement des Gilets jaunes, les mesures qui ont été prises juste après, le grand débat national avec un certain nombre d'autres mesures annoncées, mais qui ne se retrouvent pas, bien évidemment, dans une loi de programmation pour le moment pas encore actualisée. Vous avez le rappel dans le tableau qui est sous vos yeux. Sur la dette, ce tableau-là est parlant. Bon. Il nous intéresse, Monsieur le Président, nous ne l'avons pas dans nos slides. S'il est possible de nous Julien par jeton, regarde-le. Voilà, il n'est pas dans les slides. C'est une annexe. Les collègues de République En Marche sont proches du tableau, regardez bien. On va vous... Alors pour ceux qui sont comme moi, pour ceux qui sont myopes comme moi, la France c'est l'avant-dernière ligne. Juste avant la Grèce. La France est encadrée. La France est en bas. On peut que remonter. Cela dit, ça n'est pas... Permettez-moi de dire que ça n'est pas un phénomène nouveau. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est un constat. Ça relève du constat. Non, c'est pas un phénomène nouveau, Monsieur le Président, mais ce qui est sûr, tous les pays ont recours à l'endettement, mais ce qu'on voit, c'est quand même un mouvement de désendettement de l'ensemble des pays, notamment d'Europe du Sud, qui ont été les plus de fois, et voilà, qu'on n'a pas, nous, accompagnés. Voilà. Mais qui a commencé depuis quelques années, ce mouvement de désendettement. Mais nous vous passerons ce tableau ou quelques tableaux. Quelles sont les marges de manœuvre de la France ? En cas de crise, en cas de ralentissement, elles sont quasi nulles. Bon, puisque la France n'a pas profité d'une amélioration de la conjoncture pour reconstituer ses marges de manœuvre. Nous sommes encore... Alors, c'est vrai, il y a un débat parmi les économistes en disant il est important de pouvoir bénéficier des taux d'intérêt bas, notamment pour investir, pour augmenter notamment la croissance potentielle. Bon, et que ce soit la Cour des comptes ou que ce soit le Haut Conseil des finances publiques, il n'y a pas de difficulté par rapport à ce type de raisonnement. Ce que nous constatons, c'est que très souvent, en France, la dette est utilisée pour couvrir des dépenses courantes de fonctionnement. Et ça s'est encore traduit, bien évidemment, ces dernières années. Voilà. Donc, l'écart avec la loi de programmation, je l'ai dit dans ma présentation, s'explique par un moindre effort en dépenses et puis par une augmentation de la baisse des prélèvements obligatoires qui étaient programmés par rapport à ceux qui étaient programmés dans la loi de programmation. Choses qui sont assumées par le gouvernement. Je pense que les ministres ont dû vous le dire hier. Ils assument un effort moindre en matière de dépenses et ils assument, bien évidemment, une baisse des prélèvements obligatoires. Voilà. Mais, du coup, les marges de manœuvre en cas de ralentissement de la conjoncture économique, on voit que très souvent, nous avions une balance équilibrée entre les aléas à la hausse et les aléas à la baisse. Alors, il peut y avoir quelques aléas à la hausse, peut-être que la reprise en Allemagne peut intervenir de manière plus fortement qu'elle est anticipée aujourd'hui. Bon, il peut y avoir aussi une diminution du taux de l'épargne en France qui pourra conforter la consommation, mais je dirais que il y a peu d'aléas qui jouent dans le sens positif. En revanche, il y a beaucoup d'aléas sur le plan international qui
sont des aléas négatifs. Les tensions commerciales, la sortie sans accord du Brexit, les tensions au Moyen-Orient avec les conséquences que ça peut avoir, même si pour le moment on ne le voit pas sur le prix du baril du pétrole. On l'a vu pendant quelques jours, mais sur la consommation de production moins, voilà, donc c'est... Oui, alors pour le moment, ça ne se traduit pas. Alors, mais ça peut révéler aussi autre chose, c'est-à-dire un ralentissement aussi de l'activité mondiale. Et ce qui n'est pas positif, parce que du coup, ça a des répercussions, bien évidemment, sur l'Allemagne et puis sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas obligatoirement, là aussi, un fait positif. Voilà ce que je peux répondre, Monsieur le rapporteur général, à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes chers collègues, vous êtes pour le moment 13 inscrits. La liste va s'allonger encore, j'en suis certain. Donc, merci à chacune et à chacun d'être vraiment concis dans son intervention, dans ses interrogations. Nous débutons avec Jérôme Bacher, puis Jean-François Rapin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci pour votre langage de vérité et de technicité que nous espérons continuer à entendre encore longtemps de votre bouche. Sur le solde structurel, l'Union européenne nous avait sorti de la procédure de déficit excessif au début de cette mandature parce que les conditions y étaient. Dorénavant, sur le solde structurel, vous l'avez dit, nous ne faisons plus aucun effort. Quand on passe de moins de 2 à moins de 2, c'est donc qu'il n'y a pas d'effort. Or, il me semblait que l'Union européenne nous demandait de faire au moins moins 0,3 d'efforts par an, plutôt 0,5, eu égard à notre position et dans le cycle économique et dans la position de nos déficits, et on ne voit rien. J'ai interrogé les ministres au printemps dernier, il n'y a pas eu de réponse sur ce point-là. Nous continuons à voir diverger cette trajectoire de déficit structurel par rapport à nos engagements européens, par rapport à nos engagements devant le Parlement français, mais bon, on a bien compris, et depuis hier, Monsieur le Président, que parfois les ministres se moquaient un peu du Parlement, parfois, mais c'est assez rare, mais là, il y a des engagements qui ne vont plus. Comment envisagez-vous que l'Union européenne s'exprime sur ce sujet? J'espère que ce ne sera pas un futur conseiller maître à la Cour des comptes qui devra nous expliquer la chose prochainement. J'ai un autre point, je suis désolé, Monsieur le Président, mais je vais être un peu long parce que hier, il y a des trucs un peu importants. Il y a aujourd'hui, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de révision du déficit de 2019? Nous avons 2 milliards d'IR en plus liés, nous dit le ministre du Budget, au prélèvement à la source. Nous avons 2 milliards d'économies sur le budget de l'État liés au taux d'intérêt négatif. Comment expliquez-vous qu'avec 4 milliards, on ne révise pas le déficit du budget de l'État? Est-ce selon vous que l'IS pourrait être très négatif, notamment l'impôt sur les sociétés des groupes bancaires, où les taux d'intérêt négatifs commencent à plomber largement leurs comptes, sachant que ce sont de gros contributeurs? Sur les collectivités locales, vous l'avez évoqué rapidement, il y a en 2019 une accélération jamais connue des dépenses et du rythme des dépenses. Est-ce que vous voyez là un risque de reviser le déficit des collectivités locales au titre de 2019? Vous avez dit que le rythme était rapide, mais j'aimerais que vous le traduisiez en termes de déficit public. Même chose on ne l'a pas évoqué du tout, sur les finances sociales. Il y a là quelque chose de perturbant. Votre prévision de masse salariale, où vous dites qu'elle est à peu près conforme, se retrouve partout, sauf dans les chiffres, c'est toujours ça le problème, des cotisations sociales. Les cotisations sociales de 2019 ne rentrent pas. D'où les révisions faites sur le déficit du secteur social. Et ne croyez-vous pas qu'il y a là peut-être une perturbation, peut-être de l'emploi, mais moins de salaire, et une déformation de notre structure d'emploi qui risque d'être assez pérenne.
Enfin, et dernier point, sur les retraites, on voit en 2019 une accélération des dépenses de retraite. Et ne pensez-vous pas qu'il y a eu, là encore, une mésestimation du niveau de dépenses des retraites pour les nouveaux retraités qui pourraient avoir cotisé plus pour gagner plus à la retraite. Tout cela pour dire, est-ce que vous ne pensez pas que la base 2019 est bien trop élevée, que ce soit en hypothèse macro-sociale ou en hypothèse de finances locales? Merci. Merci Jérôme Bascher, Jean-François Rapin, puis Christine Lavarde. Oui, Monsieur le Président. Une question, une remarque. La question concerne le Brexit. Monsieur le Président, vous nous avez évoqué effectivement les chiffres de l'OCDE, les chiffres de l'OFCE. Néanmoins, moi, je voudrais avoir l'avis réel, votre avis réel sur les conséquences du Brexit en faveur plutôt d'un no deal en ce moment, même si on sent les Anglais ouverts à la discussion selon les dernières déclarations politiques du gouvernement anglais. Le deuxième point, ça concerne en fait le déficit structurel et la différence effectivement entre ce déficit structurel et la trajectoire qui nous était annoncée au titre de la loi de programmation. Il y a 18 mois, c'était le retour à l'équilibre. En avril, c'était moins 1,2 et cette nuit, annonce de Bercy, finalement, prévision en 2022 à moins 1,5 de déficit budgétaire. Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On n'a plus aucune notion des prévisions. Je vous remercie. Merci Christine Lavarde, puis Roger Carucci. Oui, merci Monsieur le Président. Alors le graphique que vous nous avez présenté à la diapo numéro 13 est quand même très éclairant puisqu'on voit le décrochage continu entre la trajectoire qui avait été exposée dans la loi de programmation des finances publiques, puis un réajustement dans le programme national de réforme qui a été présenté au mois d'avril, et enfin la trajectoire telle qu'elle découle de ce projet de loi de finances pour 2020. Donc finalement, ma question est quelle variation du taux de croissance nous ferait tomber dans la zone rouge, puisque vous nous avez rappelé très justement que la moyenne, on était à 0,2 et que pour qu'il y ait une procédure de, entre guillemets, rappel à l'ordre, il faudrait tomber à 0,25. Donc voilà, la sensibilité de ce 0,2 à l'évolution du taux de croissance, puisque vous avez jugé l'hypothèse réaliste, mais sans forcément être totalement convaincu. Merci Christine. Roger Carucci, puis Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, très brièvement, je me souviens d'un séminaire du gouvernement au printemps 2008 qui disait combien tout était en ordre, combien nous allions effectivement faire des économies, que la dette allait être maîtrisée, etc. 4 mois plus tard, c'est la crise financière et en quelques semaines, on prend quelques centaines de milliards de dettes supplémentaires, de déficits supplémentaires. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, avec 2400 milliards d'euros de dettes, qui prévoit d'emprunter 205 milliards l'année prochaine, on est bien conscient qu'il y a un risque de crise financière mondiale qui se rapproche, semble-t-il, puisque maintenant même les responsables de la BCE tirent la sonnette d'alarme en disant « attention, tout est réuni pour avoir une nouvelle crise financière mondiale ». Est-ce qu'on est bien prudent? Est-ce que le gouvernement prend des mesures de précaution par rapport à ce qui peut advenir? Parce que toutes les statistiques, aussi modérées soient-elles, si une crise de ce genre se présentait, balayerait dans un pays déjà à 2400 milliards de dettes, ce qui n'était pas le cas en 2008, et donc avec une faculté d'intervention beaucoup plus limitée. Merci Roger. Nathalie Goulet, puis Marc Laménie. Oui, Monsieur le Président, je suis rapporteur des engagements financiers de l'État, c'est-à-dire de la dette. Donc je vais encore... oui, c'est un beau budget. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, mon père disait, il vaut mieux devoir que pas pouvoir rendre. En l'espèce, non seulement on doit, mais en plus, je vois pas comment on va rendre. Donc ça va être un peu compliqué. Combien de temps, je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais cette situation des taux négatifs constitue quand même une nouveauté, une anomalie, ou en tous les cas un élément à prendre en considération. Est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter des engagements hors bilan
de l'État, parce qu'ils ont terriblement augmenté. Ils ne figurent pas évidemment dans les dispositifs. On en est à 4 000 milliards d'engagements hors bilan. Et donc, en dehors du problème de la dette et de son remboursement, parce qu'il y a bien un moment où il va falloir rembourser, et notamment les collègues l'ont dit, le rapporteur général aussi, et c'est évident, si jamais on devait affronter un choc financier ou une autre crise. Mais que pensez-vous des engagements hors bilan et de la façon dont ils devraient être pris en considération ? Merci Nathalie. Marc Laménie, puis Julien Bargeton. Ensuite, nous ferons une pause. Oui, merci Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette analyse toujours pédagogique et particulièrement intéressante. Alors moi, j'aurais deux questions. Alors, dans la partie, le chapitre, l'aspect, les prévisions macroéconomiques, page 5, bon, vous faites part des différents risques qui existent, un Brexit sans accord et notamment, en caractère gras, l'escalade des mesures protectionnistes. Donc, simplement, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que signifie un petit peu l'escalade des mesures protectionnistes, parce que bon, je n'ai pas forcément connaissance à ce niveau-là, et je me doute que c'est particulièrement compliqué. Et également, dans la page 12, au niveau des économies possibles, enfin notamment sur les charges d'intérêt, dans votre analyse, quelles sont les perspectives d'évolution de l'endettement, parce que c'est aussi un sujet, malheureusement, qui est toujours d'actualité. Puis également, ma dernière question, ça serait sur l'incidence, notamment depuis dans bientôt un an, avec les manifestations des samedis notamment, avec la crise des gilets jaunes, quel est l'impact financier sur les finances à la fois de l'État, des collectivités territoriales, des particuliers, et le coût des assurances aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts, l'impact sur les forces de sécurité intérieure, notamment police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers, etc. Est-ce qu'on a pu avoir un chiffrage de cet impact? Merci beaucoup. Merci Marc. Julien Bargeton. Les dépenses de retraite représentent 28% de la dépense publique. Quel regard le Haut Conseil porte sur leur réforme, sur l'effort qui est prévu ou sur l'effort qui serait à réaliser? Merci Julien. Monsieur le Président Migaud, avant de reprendre une série de questions supplémentaires. Oui, il y a des questions qui se recoupent. Sur cette, alors il y a des tas de questions qui ne relèvent pas de la compétence des missions du Haut Conseil. Sur les retraites, non, nous n'avons pas regardé. C'est une réforme qui n'est pas encore votée. Et il n'appartient pas au Conseil de se projeter autant dans l'avenir. Donc, nous n'avons pas, en tout cas, travaillé sur ce sujet. Sur les questions qui ont été posées sur le Brexit, honnêtement, personne n'en sait rien. Et effectivement, c'est un problème en soi. Bon. Ce qui peut être noté, c'est que toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce sujet pensent qu'effectivement, un Brexit sans accord aura un impact. Bon, bien évidemment sur le PIB du Royaume-Uni, et bien évidemment sur les pays de l'Union européenne. Alors, vous avez des estimations différentes, bon, qui varient entre 0,02, 0,5, bon, ou 0,6. Bon, vous avez la Banque d'Angleterre, si ça vous intéresse, Richard Hughes peut vous dire très rapidement là, le travail qu'a réalisé la Banque d'Angleterre, qui est beaucoup plus pessimiste sur les conséquences aussi bien pour le Royaume-Uni que pour les pays de l'Union européenne que le FMI, le CDE ou l'INSEE. Hein, donc voilà, mais pour le moment, personne ne peut le dire, d'autant que tout le monde est très prudent,
d'autant qu'en plus, il y avait des prévisions, des estimations qui, jusqu'à maintenant, ne se sont pas toujours réalisées sur les conséquences du Brexit, sauf un peu pour le Royaume-Uni et encore, bon, au niveau du PIB. Bon, voilà, mais il y aura vraisemblablement des impacts. Mais peut-être que, si vous l'acceptez... Oui, absolument, bien sûr, avec plaisir. Merci, Monsieur le Président. Et très brièvement, les dernières prévisions de la Banque d'Angleterre sur l'impact d'un Brexit sans accord sont parmi les plus pessimistes des institutions officielles. Leurs estimations transmises à notre Commission des finances du Parlement britannique le 3 septembre d'un scénario le pire pour un Brexit sans accord ont un impact sur le PIB pour le Royaume-Uni de 5,5% en 2020 par rapport aux 2% de l'OCDE. Et en utilisant le même ratio de l'impact sur le PIB français utilisé par l'OCDE, ça implique un impact d'environ moins 1% pour la France en 2020. Voilà, donc des chiffres. Alors, bon, le pire n'est pas toujours certain, mais bon, on voit. Alors, ce sont des estimations qui sont vraiment parmi les plus pessimistes par rapport aux autres organisations. Sur la crise financière. Toujours difficile à prévoir. On voit bien que les économistes sont très partagés sur le sujet. Généralement, d'ailleurs, les crises viennent quand on ne les attend pas. Bon, donc, ce qui fait d'ailleurs que les économistes, pour anticiper cela, disent que la crise va arriver. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Mais en fait, personne vraiment n'en sait rien. Alors, il y a un endettement mondial très élevé. Bon, et ça peut contribuer, bien évidemment, à la crise financière. Il y a un endettement également privé des entreprises qui est particulièrement élevé, aussi bien aux États-Unis que dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, un peu en France aussi. Il y a, à un moment donné, si notamment l'activité se ralentit et la récession s'accentue, il y a un risque que cet endettement devienne insupportable. Bon. Donc, et que des bulles qui peuvent exister aujourd'hui, je pense à la bulle immobilière, éclatent. Bon. Donc ce sont des risques qui, je crois, sont bien identifiés. Les banques sont sûrement plus solides aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être au moment de la crise financière de 2008-2009. Bon, mais voilà, il y a toujours des risques, bien évidemment, possibles. Et c'est vrai que la conjoncture internationale n'est pas rassurante de ce point de vue-là. Sur les mesures protectionnistes qui peuvent être prises essentiellement par les États-Unis avec les contre-mesures qui peuvent être prises par la Chine ou par l'Union européenne ou par d'autres pays, ça provoque un ralentissement du commerce mondial, avec les conséquences que ça peut avoir, puisque du coup la demande est moins forte. Et on voit, en tout cas, ça se traduit en Allemagne, avec une demande adressée à l'Allemagne qui est beaucoup moins forte, venant de la Chine, avec en plus une crise de confiance des ménages en Allemagne. Tout cela contribue aux résultats que nous pouvons constater sur la situation de l'Allemagne aujourd'hui. Donc, sur le solde structurel, alors la France est sortie de la procédure de déficit excessif. Je crois qu'il n'y a pas de crainte dans l'immédiat à la voir à nouveau rentrer dans cette procédure, puisque si le déficit peut dépasser sur 2019 les 3%, c'est de manière totalement conjoncturelle et temporaire, compte tenu de l'effet du CICE, de la transformation du CICE. Donc la Commission l'a analysé et n'a pas exprimé d'inquiétude ou de préoccupation à ce sujet. Alors quand nous sommes dans le volet préventif, il y a effectivement des règles qui sont prévues dans les textes internationaux, notamment s'agissant de l'effort structurel. La Commission se reconnaît un pouvoir d'interprétation large par rapport au texte.
Donc voilà, donc il m'appartient pas d'exprimer là un point de vue qui me ferait sortir des compétences qui sont les nôtres. Et je ne peux pas m'exprimer, bien sûr, pour la Commission européenne. On verra ce que dira la Commission européenne par rapport à la présentation du PLF par la France devant la Commission. Alors, il y a eu, parce que vous faites état de quelques bonnes nouvelles sur l'IR, sur la charge d'intérêt, bien sûr. Alors, il faut prendre en considération aussi les 15 milliards de mesures prises après le mouvement des Gilets jaunes, les 5,7 milliards de mesures qui ont été prises après le grand débat. Tout ça vient impacter quand même les lois l'exécution, en tout cas, des lois de finances pour 2019 et en perspective le PLF 2020. Alors après, sur un certain nombre d'autres questions que vous avez posées, nous ne sommes pas en mesure, nous n'avons pas disposé des éléments nécessaires. On n'a pas non plus la totalité des comptes sur 2019. Nous aurons exprimé un avis sur une loi de finances rectificative qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Et puis nous aurons bien sûr à exprimer un avis sur le projet de loi de règlement qui traduira concrètement l'exécution de 2019. La Cour des comptes aura également l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Sur les engagements hors bilan, justement, c'est au moment de la certification des comptes de l'État que la Cour fait le point sur les engagements hors bilan et puis sur le ratio de dette sur PIB, à partir des chiffres définitifs que nous pourrons avoir sur l'année 2019. C'est encore trop tôt aujourd'hui pour vous donner des choses précises de ce côté-là. Combien de temps vont durer les taux négatifs ? Alors là... J'avais le job, ça va devenir bookmaker à Londres, si vous saviez. Oui, donc c'est... Oui, je sais. Bon, voilà, donc c'est... Personne ne peut... Vous avez des économistes qui sont affirmatifs, qui disent que nous sommes partis pour une durée longue. Bon, en fait, personne ne peut le dire, parce que, d'une certaine façon... Être payé pour emprunter, c'est quand même quelque chose qui heurte la logique. Bon, donc, est-ce que ça peut durer longtemps, notamment sur les taux à 10 ans, bon, qui sont encore, on le regardait ce matin ou hier à moins 0,2. Bon, effectivement, c'est une situation curieuse, quoi. Bon, donc voilà. Donc je suis pas sûr que ça dure aussi longtemps que les contributions ou les impôts. Bon, donc ça s'arrêtera un moment avec. Alors cela dit, je pense, nous l'avons toujours dit d'ailleurs à la Cour des comptes, même s'il faut être attentif, bien évidemment, à la dette et puis faire un effort comme peuvent le faire les autres de désendettement compte tenu de notre niveau d'endettement, mais l'impact sur nos dépenses sera progressif dans le temps. Ce ne sera pas brutal compte tenu, je dirais, des politiques monétaires accommodantes qui sont celles de la BCE et de la Banque fédérale américaine. Bon, Alors après, qu'est-ce qui se passera si jamais il y a une crise? Mais on voit bien que les banques centrales aussi s'organisent pour essayer de prévenir ce type de situation, même si on voit que l'outil monétaire finit par connaître ses propres limites. Bon. D'où l'intérêt de conserver des marges de manœuvre budgétaires. Bon. On n'en prend pas le chemin. Merci, Monsieur le Président. Je propose de reprendre la série des questions avec Didier Rambaud, puis Claude Raynal. Merci. Une question plus particulièrement sur la consommation et l'impact des mesures de baisse de fiscalité sur la consommation et donc sur la croissance. Le pouvoir d'achat des Français il augmente de 2% en 2019.
L'OFCE, qui n'est pas un organisme gouvernemental, a estimé un gain de pouvoir d'achat de 850 € par ménage. Aussi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer l'effet multiplicateur sur la production française et aussi sur les importations? Merci Didier Rambaud. Claude Rénal, puis Jean-Marc Gabouty. Sincèrement, après la première salve de questions, il ne reste plus grand-chose à dire. Hein. Alors, j'ai été un peu tardif, et puis Jérôme Bachar a bouclé le truc d'entrée, il a mis 10 questions comme ça au moins, c'était clair. Alors non, d'abord moi je voudrais faire une remarque, c'est que bon, aujourd'hui le Haut Conseil, Monsieur le Président, retombe dans l'appréciation des années passées, quoi. Je veux dire, il y a eu une bonne année, l'année 2018, où il y a eu quelques espoirs dans votre présentation, on pensait que peut-être l'avenir serait un peu plus brillant, on revient un peu aux années plus plombées. Non, je parle des 10 années précédentes, mon cher collègue, depuis la crise de 2008, pour dire les choses. Ne situons pas de nom, ne soyons pas désagréables et ne rappelons pas les chiffres de 2012. Soyons gentils. Alors, par contre, je vais poser juste une question, une seule. Est-ce que vous auriez pas quand même, même si, comment dire, c'est délicat, mais moi, ce que je trouve toujours, c'est quand on est imprudent. J'aime bien la prudence, alors une prudence raisonnée, évidemment, mais un peu de prudence. Moi, j'aurais bien aimé voir un scénario avec quand même un Brexit sans accord. On est quand même en octobre, comme disait l'autre. Le 31 octobre se rapproche, alors on ne sait pas, peut-être que notre collègue anglais pourrait nous dire si ça va se faire ou pas, 31 octobre, mais cela étant dit, je ne voudrais pas l'interroger, c'est une question compliquée, mais est-ce qu'il n'aurait quand même pas été utile de nous expliquer comment on pouvait éventuellement réduire ce budget, s'il le fallait de manière rapide, de 0,5 points par exemple? Moi, je trouverais utile d'avoir un scénario un peu craché, quoi, ou demi-craché, pour dire, voilà, il y a ok, le scénario c'est celui-là, mais si jamais les choses tournaient mal, rapidement, on aurait un scénario où on rattrape 0,5 points. Voilà. Et moi, j'aurais aimé l'avoir sous les yeux, et je trouve qu'un gouvernement raisonnable sur cette affaire devrait avoir une simulation un peu difficile à nous mettre sous les yeux. Et en tant que parlementaire, moi, j'aimerais bien l'avoir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Merci Claude. Jean-Marc Gabouty, puis Michel Canolette. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, première question qui est purement technique. Nous avons changé de système entre le CICE et la baisse de charges. Quel est l'effet de la fiscalisation? Est-ce que cet effet a été vérifié et validé, puisque les recettes sont à venir, l'effet de la fiscalisation de l'économie pour baisse de charges en 2019 sur l'IS 2020. Et puis une question qui s'apparente à ce qui a été, donc je vais résumer, dit par mon collègue Rambaud, le solde structurel entre la loi de programmation et la loi de finances et le PLF 2020 est de 0,6 points de PIB et est imputable, cet écart est imputable au moins aux 2 tiers sur l'épisode de Gilets jaunes grand débat, dont l'impact direct, d'ailleurs, il ne faut pas le voir à une date donnée, s'étale sur 2 années, sur 2019 et 2020, puisque les mesures sont mises en place de manière progressive. Cette injection de pouvoir d'achat relève, de manière sans doute un peu contrainte, d'une politique de relance par la demande. À court terme, quelle part cette injection de pouvoir d'achat dans le différentiel positif du taux de croissance avec nos voisins, en particulier l'Allemagne? Et puis une réflexion qui est peut-être un petit peu plus politique, la marge de manœuvre pour améliorer nos finances publiques, nous l'avons. Elle n'a pas encore été utilisée ni gaspillée de manière significative, puisque c'est la réduction des dépenses publiques. Imaginez qu'on vous présente les mêmes ratios en ayant fait ces efforts, ça serait assez catastrophique. Donc la marge de manœuvre, c'est les efforts qui restent à faire. Alors c'est une réflexion qui peut vous paraître paradoxale, mais elle n'est pas plus paradoxale que de voir ceux qui ont creusé le trou se lamenter que leurs successeurs ne le bougent pas assez vite. Ça, c'est très sûr. Belle dialectique de notre collègue Gabouty. Je retiens la formule. La marge de manœuvre, c'est les efforts qui nous restent à faire. Oui, en effet. Michel
Michel Canévet, puis Philippe Dallier. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le Haut Conseil des finances publiques pour son expertise, toujours très appréciée chaque année. On connaît effectivement le paradoxe de la situation actuelle, alors que la France est de mieux en mieux considérée dans les classements internationaux, en particulier au plan économique et en particulier au plan des investissements. On voit aussi qu'on a une croissance qui est quand même plutôt dynamique, un marché de l'emploi qui l'est aussi, puisque les créations nettes sont assez significatives et les entreprises disent même avoir du mal à recruter. Et puis, parallèlement, on a des indicateurs financiers qui ne sont pas très bons, avec la difficulté à boucler le budget, même si on apprécie la baisse du taux de prélèvement obligatoire et des dépenses publiques. Mais l'endettement, comme cela a été dit tout à l'heure, est aussi extrêmement préoccupant. Il faut intégrer notamment les 25 milliards de la dette de la SNCF dans l'endettement de l'État proposé dans ce budget. Donc tout un tas de signes d'inquiétude. Alors, beaucoup sont sans doute issus des mesures qui ont dû être prises suite à la crise sociale qu'a connue notre pays ou que connaît notre pays depuis quelque temps. Comment est-ce que le Haut Conseil apprécie l'impact à long terme de ces mesures? Est-ce que vous pensez que, d'une part, les dépenses seront pérennes et est-ce que les mesures, notamment d'économie d'impôts de baisse des impôts, qui ont été issues des propositions de la crise des Gilets jaunes, est-ce que ça peut avoir un effet intéressant sur la croissance et sur les recettes de TVA notamment? A été évoquée aussi tout à l'heure la question des taux d'intérêt négatifs. Effectivement, c'est préoccupant. Est-ce que vous ne pensez pas que cela préjuge d'une crise financière extrêmement grave pour notre pays et international d'ailleurs? Est-ce que cela ne peut pas justement avoir un impact extrêmement négatif? Et puis, dernier point sur les recettes, j'ai été étonné par l'augmentation du produit de l'impôt sur les sociétés, plus 50% dans le budget, alors même que des baisses d'impôts sur les sociétés sont annoncées pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que la situation économique est suffisamment dynamique pour justement générer une amélioration des comptes des entreprises et donc une augmentation de l'impôt sur les sociétés de 50% par rapport à la prévision de cette année? Et puis, pour finir, m'inquiéter peut-être des perspectives qui sont issues des analyses de la Banque d'Angleterre. Si effectivement cela se révèle, cela risque d'être particulièrement catastrophique pour notre pays. Merci. Michel. Philippe Dallier, puis Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Tout arrive, je vais aller dans le même sens que Claude Raynal et même un peu plus loin que Claude Raynal. Monsieur le Premier Président, c'est vrai que nous sommes tous tentés de vous poser des questions qui appelleraient des réponses à caractère politique et ce que vous ne pouvez pas faire. Ceci dit, je retiens de votre présentation 3 points. Vous portez une appréciation, enfin vous qualifiez de raisonnables les hypothèses retenues par le gouvernement pour l'année 2020. Vous soulignez que nous nous écartons toujours plus de la loi de programmation. Et dernier point, et c'est peut-être le plus important pour moi, la France n'a plus de marge de manœuvre si jamais nous devions faire face à une crise. Alors, sur le budget 2020, on est dans le jeu classique. Le gouvernement dit « Regardez, c'est formidable, il y a du pouvoir d'achat, etc. » Il évite de parler du fait que nous nous éloignons des objectifs que nous nous étions fixés. L'opposition fait la critique inverse. Et les Français, au milieu de tout ça, et c'est quand même assez dramatique à mon sens, ne sont, à mon avis, pas conscients de la situation réelle du pays. Ils n'en sont pas conscients. 2375 milliards d'euros de dette, ça ne signifie plus rien pour personne. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il pourrait rentrer dans les compétences du Haut Conseil, enfin pas dans les compétences, dans les objectifs du Haut Conseil, d'effectuer effectivement des simulations en fonction de crises financières, avec des hypothèses différentes de crises financières, pour essayer de montrer les conséquences sur le budget de l'État. Notre rapporteur général, dans une réunion précédente, nous rappelait simplement que si les taux d'intérêt de la France étaient ceux de l'Italie, aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros qu'il nous faudrait trouver par an pour payer les intérêts de la dette. Enfin, on imagine ce que représente 40 milliards d'euros et la difficulté que nous aurions à les trouver. Donc, certes, le Brexit peut avoir des conséquences importantes, et si on en croit effectivement à la Banque d'Angleterre, il faut s'inquiéter. Mais si jamais nous avions une crise financière
fût-ce d'une intensité égale à la moitié de celle qu'on a connue il y a 10 ans, les conséquences pour la France seraient extrêmement graves à mon sens. Et je pense qu'il faudrait faire de la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens. Et ça, quand l'opposition dit les choses, on est toujours accusé de noircir le trait, et le gouvernement n'est jamais tenté de dire la réalité. On le voit encore cette année. Donc est-ce que le Haut Conseil pourrait effectivement, selon différentes hypothèses, nous montrer les conséquences qu'aurait à assumer un gouvernement? Alors c'est peut-être dans 2 ans, c'est peut-être l'année prochaine, c'est peut-être dans 5 ans, mais étant donné les perspectives à 5 ans, nous n'aurons pas reconstitué de marge de manœuvre, donc il serait quand même temps de faire comprendre à nos concitoyens ce que ça signifierait. Merci Philippe. Sylvie Vermeillet, puis Sébastien Meurant. Merci Monsieur le Président. Je reviens sur la perspective de croissance. Monsieur le Président, vous avez cité les facteurs extérieurs qui peuvent compromettre la prévision de croissance. J'aimerais savoir, sur un plan intérieur, si la réforme des retraites qui s'annonce est un facteur susceptible d'avoir un impact significatif sur la prévision de croissance. La disparition des régimes spéciaux, RATP, SNCF, les perspectives défavorables pour les fonctionnaires enseignants vont nécessairement amener des tensions dans notre pays qui peuvent aussi, à mon avis, perturber la croissance attendue. Donc, est-ce que ça peut être un point significatif en tout cas? Et puis, deuxième chose, sur la stabilité du déficit structurel, vous avez démontré dans la dernière page de votre présentation cette espèce d'inertie qui empêche le solde public de refaire surface, alors même que les dépenses des collectivités ont été encadrées. L'État a contractualisé avec les collectivités et se félicite d'ailleurs du très bon résultat. On pourrait d'ailleurs souhaiter que l'État contractualise avec lui-même pour obtenir des résultats aussi probants. Sans revenir vraiment sur les marges de manœuvre, mais finalement sur l'objectif, par exemple, de réduire le nombre de fonctionnaires de 50 000, si l'État allait vers cet objectif, est-ce que ce serait suffisamment significatif pour déjà attaquer la réduction de ce déficit structurel? Merci. Sébastien Meurant. Merci Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Tout d'abord, pour ne pas être redondant par rapport à tout ce qui a été excellemment dit, notamment sur les questions des marges de manœuvre, qui est en fait la liberté de la France de gérer ses propres finances, donc, et de peu qu'il en reste. Moi j'ai une question sur les taux en fait. Évidemment on peut savoir quand est-ce que ça va remonter, mais c'est sûr que c'est une situation aberrante qui ne peut pas durer. C'est par rapport tout simplement au système bancaire. Quel est votre avis dans cette période vis-à-vis de la capacité des banques à encaisser durablement complètement la disparition des marges de manœuvre concernant l'intermédiation, et notamment du risque qui concerne principalement les 4 banques systémiques que nous avons en France, et peut-être des échos que vous avez sur les banques allemandes qui sont, concernant la Commerz et la Deutsche Bank, en très très mauvais état. Et là aussi, combien de temps cela peut durer, on n'en sait rien. En tout cas, sur le système bancaire et également l'assurance, est-ce que vous avez un avis par rapport à ça, compte tenu de cette situation complètement aberrante? Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de réponses que j'ai déjà pu apporter dans les premières parties. Sur la prévision de croissance, les hypothèses de croissance et puis intégration ou non d'un scénario, d'un Brexit sans accord, une fois de plus, dans toutes les organismes et personnalités que nous avons consultés, personne n'en a fait son scénario central. Bon. Et c'est toujours sur le côté qu'il y a une réflexion qui est engagée sur
les conséquences possibles d'un Brexit sans accord. Alors, sur 2019, bon, il y aura de toute façon peu de conséquences. Hein. Pour atteindre d'ailleurs les 1,3, 1,4, il faut faire 0,35 sur chacun des trimestres à venir. Donc en fait, sur le 1,3, le 1,4, ça va être une question d'arrondi. Donc voilà, mais il y a peu de différence d'ailleurs entre le 1,3 et le 1,4. C'est pour ça qu'on a considéré que l'hypothèse de croissance sur 2019 était atteignable. Sur 2020, bon, là aussi ça va dépendre de la conjoncture internationale, mais en l'état des informations, en l'état du consensus forecast, on voit que la prévision du gouvernement est dans la fourchette. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de pays se montrent plus prudents dans les prévisions. Ils ont des pratiques un peu différentes. Je vois par exemple aux Pays-Bas, systématiquement dans les prévisions, mais qui sont faites par une institution indépendante. Ensuite, le gouvernement travaille à partir des hypothèses arrêtées par une institution budgétaire indépendante, mais systématiquement, par prudence, il diminue le scénario central de l'ordre de 0,25 points. Bon. Mais ça, c'est une pratique, je dirais, qui est plus ancienne dans ce type de pays. On constate aujourd'hui, peut-être que la présence du Haut Conseil des finances publiques y contribue, les hypothèses prévues par les gouvernements sont devenues, sur le plan macroéconomique, beaucoup plus raisonnables. Bon. Mais parce qu'effectivement, ils peuvent s'exposer à un avis réservé de la part du Haut Conseil des finances publiques. Après, vous avez évoqué notamment quelles pourraient être les missions du Haut Conseil des finances publiques. C'est une interprétation minimaliste qui a été faite par la France, je dirais, des textes européens, avec une mission très encadrée au niveau du Haut Conseil des finances publiques. Peut-être que dans le cadre de révisions à venir de lois organiques, une petite extension des pouvoirs, notamment dans l'analyse des risques, dans le scénario de finances publiques, pourrait être les bienvenus, étant entendu que cela ne reste que des avis qui sont à disposition justement du Parlement qui a le pouvoir de décider en la matière. Sur les questions de consommation et des conséquences de l'augmentation du pouvoir d'achat en fait sur la consommation, ce que l'on a pu constater, c'est qu'effectivement le délai de réaction de la consommation à la hausse du pouvoir d'achat a été plus lente par rapport au délai de réaction usuel constaté sur le passé. Donc ce que propose le gouvernement d'ailleurs apparaît possible, vraisemblable. Il prévoit que la consommation gagnera en vigueur sur le deuxième semestre 2019 et sur l'année 2020 et que la consommation des ménages pourrait accélérer à 1,2 en 2019 après 0,9 en 2018, mais qu'elle resterait, ce qui fait que sa prévision reste prudente, en deçà de l'augmentation du pouvoir d'achat. Il prévoit une légère diminution du taux d'épargne, mais pas de façon significative. Ce qui fait qu'effectivement, on peut considérer que ça reste prudent. Les ménages conservant une partie des gains de pouvoir d'achat dans leur épargne. Donc voilà. Mais ce que nous constatons aussi, c'est que
les dernières indications sur le moral des ménages sont plutôt positives. Et donc confortent d'une certaine manière le scénario du gouvernement sur la consommation et ce qu'elle pourrait être sur la fin de l'année 2019 et sur l'année 2020. Alors après, quel peut être l'impact de la réforme des retraites? L'impact, il est à long terme. Alors, ce qui peut avoir un impact, c'est bien évidemment les tensions sociales qui peuvent exister et avec les conséquences que ça pourrait avoir sur l'activité. Pour le moment, une fois de plus, les dernières enquêtes sur le moral des Français donc sont plutôt dans le bon sens. Et s'améliore d'ailleurs depuis 6 mois. Alors on sait que parfois il suffit de peu de choses pour que ça parte en sens inverse, mais pour le moment c'est plutôt bien orienté de ce point de vue-là. Les cotisations augmentent effectivement moins que la masse salariale en 2019. C'est en partie à cause d'ailleurs de la prime exceptionnelle qui n'est pas soumise à cotisation. Et ça explique le décalage qu'il peut y avoir effectivement entre les prévisions en termes de rentrée de cotisation et puis le niveau de la masse salariale qui obligatoirement est un petit peu plus élevé compte tenu de cette prime exceptionnelle qui contribue à l'augmentation aussi du pouvoir d'achat des ménages qui sont concernés, et les prévisions nous apparaissent cohérentes avec les statistiques, en tout cas connues pour le premier semestre. Voilà, je crois ce que je pouvais répondre. Alors sur les marges de manœuvre, elles sont, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elles sont jamais nulles, bien évidemment. Les marges... Oui, voilà, c'est ça. Donc sur l'effort structurel, il est apprécié de deux façons. Soit on baisse la dépense, soit on augmente les recettes, et on peut faire les deux d'ailleurs. Bon. Donc voilà, il y a toujours la possibilité, bien évidemment, pour un gouvernement d'augmenter les marges de manœuvre à travers une augmentation des prélèvements obligatoires. Et du coup, ça a des effets positifs, bien évidemment, sur l'effort structurel et sur le solde structurel. Oui, alors ça peut ne pas être positif en termes de consommation et donc d'avoir d'autres répercussions. Voilà, donc c'est... Voilà. Après, ce sont les pouvoirs politiques qui font effectivement les arbitrages et qui sont obligés d'ajuster en fonction de la situation ou de la conjoncture internationale ou française. Ce sera un autre Oui, là, ce qu'il est dit, c'est que les banques sont dans une situation plus solide qu'elles ne pouvaient l'être en 2009, compte tenu d'un certain nombre de règles qui ont été établies, d'ailleurs qui sont plus rigoureuses sur le plan de l'Union européenne que sur les États-Unis, que sur le plan mondial. Donc voilà, mais bien évidemment, taux négatifs, ce sont des facteurs de fragilisation à moyen et long terme, bien évidemment. Bon, donc ça peut contraindre les banques à prendre à un moment donné un certain nombre de mesures. Tout va dépendre de la longévité, je dirais, de ces taux négatifs. On peut les comprendre sur du très court terme. Sur 10 ans, effectivement, ça s'explique un peu moins. Alors après, les conséquences sur de l'augmentation des taux d'intérêt, vous les avez calculés, votre rapporteur général les a calculés, la Cour des comptes les a aussi calculés. Ce que l'on voit, c'est compte tenu de la gestion de la dette.
plutôt intelligente faite par ceux qui en ont la charge fera que le choc peut ne pas être brutal, mais 7 ans le choc. Mais La maturité moyenne, c'est 7 ans. oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, il y aura obligatoirement des conséquences avec un impact très lourd. Quand vous regardez, je vous ai cité les chiffres sur la charge d'intérêt qui peut être de 33-34 milliards l'année prochaine. On était à 40 milliards il y a peu de temps. La proportion par rapport au PIB de la charge de la dette a sensiblement diminué. Bon, alors même que notre dette a explosé. Bon, donc effectivement, ce sont des paradoxes. Bon, donc voilà, mais il faut être prudent par rapport à cela, parce que ce sont des situations qui peuvent effectivement ne pas durer. Voilà pour cette audition que vous avez pu suivre sur notre antenne. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction de Public Sénat sur publicsénat.fr. Elena Berkaoui revient dans les détails sur cette audition de Didier Migaud. Regardez avec ce titre, en cas de crise mondiale, la France aura peu de marge de manœuvre budgétaire. C'était l'un des messages de Didier Migaud. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.